Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo portant sur les textes Déclaration d'indépendance du cyberespace de John Perry Barlow et Manifeste Cypherpunk de Eric Hughes, je vais essayer de vous en faire un bref résumé en 12 diapositives. Ces deux textes sont parfaitement indépendants, mais issus d'un contexte commun, celui des débuts d'Internet. Eric Hughes, l'auteur du Manifeste Cypherpunk, publié en mars 1993, est un mathématicien américain diplômé de l'université de Berkeley, très discret sur sa vie privée. Pour information, cypherpunk est un jeu de mots issu des termes cipher, qui signifie cryptage en anglais, et cyber, qui est la racine grecque que l'on retrouve à la fois dans cybernétique, je renvoie à ce titre vers la playlist de cette chaîne sur le sujet, mais également dans le mot gouvernement. Il désigne à la fois l'action du pilote d'un navire et l'action de gouverner. John Barlow, auteur de la Déclaration d'indépendance du cyberespace, qu'il a publié en 1996, est lui aussi américain, mais beaucoup plus disert. Il n'en est pas plus simple à cerner pour autant. Il a été parolier pour un groupe de rock, les Grateful Dead, militant politique libertarien, proche du Parti républicain, sauf durant la période néoconservatrice de George W. Bush, et éleveur de bovins. Fondateur de la Fondation pour la frontière électronique, c'est un proche de Julian Assange et un défenseur d'Edward Snowden. Son texte est une prise de position sur le débat qui animait les États-Unis au moment du vote du Telecommunication Reform Act, qui devait réglementer les pratiques sur Internet pour la toute première fois. L'époque commune à ces deux textes est marquée par l'apparition et l'essor rapide d'Internet. Les bouleversements que cette nouveauté allait engendrer n'ont pas été perçus en même temps par tout le monde. Les gens comme Barlow et Hughes avaient largement conscience de ce qui était en train d'advenir, contrairement aux gouvernants. En témoigne ce passage de la Déclaration d'indépendance du cyberespace, dans laquelle Barlow reproche aux lois en préparation de ne pas faire la distinction entre produits industriels et produits immatériels. Ces lois feraient des idées un produit industriel supplémentaire à l'égal de la fonte. Le fossé, en partie générationnel, incarné par ces différents types de produits, justifie que l'on parlât d'une ère nouvelle, celle de l'information. Dès lors, il apparaît que la question centrale de ces deux textes est celle des mœurs spécifiques à la nouvelle ère et de la transition des institutions héritées de l'ère précédente vers la nouvelle. La preuve par cet extrait. Gouvernement du monde industriel. Je viens du cyberespace et vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous. Vous n'êtes aucunement souverain là où nous nous réunissons. Autre exemple de cette différence, Eric Hughes fait du respect de la vie privée la question cardinale des mœurs de la nouvelle ère. Je cite : « Une société ouverte de l'âge de l'information a besoin de vie privée. » Concernant la vie privée, Eric Hughes se fait très clair. Il commence par en poser la définition suivante. La vie privée que l'on défend est le droit de choisir ce que l'on révèle de soi au reste du monde. Il identifie ensuite la menace qui pèse sur cette valeur cardinale. Le respect de la vie privée passe par la cryptographie, car lorsque je dis quelque chose, je veux que seuls les destinataires entendent mon message. Si le message est accessible au monde entier, ma vie n'est plus privée. Il va ensuite préciser la menace que la transparence des identités sur Internet peut faire peser sur la société. Dans un forum où tout le monde parle à tout le monde, il est possible pour un individu d'agréger des informations sur toutes les autres parties. L'individu qui agrège les informations sur toutes les autres parties gagne ainsi accès à une montagne de données qui permet de connaître le profil de tout le monde. C'est le principe du big data qui permet aux GAFAM d'avoir une vision commerciale de chaque individu et ainsi de leur proposer une publicité ciblée. C'est aussi un moyen de contrôler l'opinion publique en propageant au mieux la propagande que l'on soutient. Ainsi que l'avait déjà compris Edward Bernays dès le début du XXe siècle, l'utilisation de l'information est déterminant aussi bien pour le commerce par le biais de la publicité que pour la politique via la propagande. Cette notion de contrôle de l'information vient s'opposer à la coercition que pouvaient exercer les institutions qui précédaient l'ère de l'information.
et qui sont au cœur des préoccupations de John Barlow. En effet, comme en témoignent les citations qui suivent, c'est contre la coercition des gouvernements qu'il souhaite ériger un modèle alternatif de liberté radicale, à commencer par la liberté d'expression. Je cite : « Nous construisons un monde où chacun, partout, pourra exprimer ses opinions, quelles qu'elles soient, sans craindre d'être réduit au silence ou à la conformité par la coercition. » Et encore, « Nos identités ne sont pas incarnées, aussi, contrairement à vous, nous ne pouvons obtenir l'ordre par la coercition. » Eric Hughes décrit ensuite les règles qu'Internet devrait suivre pour respecter la vie privée de ses utilisateurs. Il décrit tout d'abord ce qui est autorisé aux parties d'un échange sur Internet. Si deux parties ont affaire ensemble, chacun garde en mémoire l'échange en question et peut parler librement du souvenir qu'il en garde. Puis, il décrit le mécanisme dont il craint la généralisation. Si mon identité est systématiquement révélée par un mécanisme sous-jacent à chaque transaction, je suis contraint de révéler mon identité au monde. Il n'y a donc pas de respect de la vie privée. Enfin, il formule la règle dont il souhaite qu'elle soit unanimement suivie par les acteurs d'Internet. Dans le cadre d'une transaction entre deux parties, il faut révéler le minimum d'informations requises. Et dans la plupart des cas, l'identité n'est pas indispensable. Par ailleurs, il me semble pertinent de souligner le passage suivant. Une société ouverte a donc besoin d'un moyen de paiement respectueux de la vie privée. Jusqu'à présent, ce sont les espèces qui jouent ce rôle. On voit ici décrite, dès 1993, la problématique à laquelle répondra le Bitcoin de Satoshi Nakamoto en 2008. Il est d'ailleurs notable que le texte original du manifeste Cypherpunk soit disponible sur le site internet du Satoshi Nakamoto Institute. John Barlow considère que le monde physique relève de la souveraineté des gouvernements, mais que ceux-ci ne sont pas légitimes sur la sphère de l'information. Une des raisons de cette illégitimité tient à l'inefficacité supposée de la coercition des gouvernements. Je cite : « Je m'adresse à vous sans autorité autre que celle avec laquelle la liberté elle-même s'est toujours exprimée. Vous n'avez aucun droit moral à régner sur nous, pas plus que vous ne possédez aucune méthode de coercition qui puisse être efficace sur nous. » Sa déclaration d'indépendance est teintée d'un idéalisme moral. Dans l'extrait qui suit, il mentionne une civilisation de l'esprit qui rappelle la noosphère de Teilhard de Chardin, et dont il espère qu'elle sera moralement supérieure à la civilisation matérielle. Je cite : « Nous devons déclarer nos identités virtuelles immunisées à votre souveraineté, quand bien même nous continuons à consentir à vos lois dans le réel. Nous créerons une civilisation de l'esprit dans le cyberespace. Gageons qu'elle sera plus humaine et plus équitable que les gouvernements ne l'ont été jusque-là. » John Barlow considère que l'inefficacité de la coercition des gouvernements sur le cyberespace tient à la nature différente de cet espace, fait d'informations et non de matière physique. Je cite : « Les gouvernements tirent leur légitimité du consentement des gouvernés. Le cyberespace ne se trouve à l'intérieur d'aucune de vos frontières. » Et il constate que cette différence physique provoque une rupture culturelle tout aussi importante entre les mœurs qui ont cours dans le cyberespace et celles des gouvernements. Je cite : « Vous prétendez qu'il y aurait des problèmes parmi nous qu'il vous faudrait résoudre, mais nous préférons identifier là où il y a de vrais conflits, là où il y a des torts, et les régler par nos propres moyens. » Enfin, il estime que la capacité du cyberespace à s'autoréguler légitime celui-ci à être son propre souverain, c'est-à-dire à être indépendant. La preuve avec cet extrait. Vous ne connaissez pas notre culture, notre éthique, ou les codes tacites qui fournissent déjà à notre société plus d'ordre qu'aucune de vos réglementations ne pourra jamais le faire. Mais il ne semble pas voir que la centralisation de l'information, citée par Eric Hughes, fait naître la possibilité, pour l'organisation qui centralise, de contrôler l'information et d'obtenir le consentement par ce biais. La centralisation de l'information permet ainsi au gouvernement coercitif de reprendre la main sur le cyberespace. Pour Eric Hughes, le cryptage est l'élément qui permettra de préserver la vie privée sur Internet. Je cite : « Nous défendons notre vie privée par la cryptographie,
les systèmes anonymes de transfert d'email, les signatures digitales et la monnaie électronique. À l'époque de son manifeste, la propriété intellectuelle s'appliquait à la cryptographie, ce qui empêchait l'emploi généralisé du cryptage par l'algorithme RSA. C'est ce qu'il déplore dans le passage suivant. Les cypherpunks déplorent la régulation sur la cryptographie, car le cryptage est fondamentalement un acte privé. La cryptographie se généralisera inévitablement à travers le monde entier, et avec elle les systèmes de transactions anonymes qu'elle rend possibles. La levée des restrictions sur RSA, qui a été obtenue depuis, aura permis la création du Bitcoin, dont la blockchain utilise cet algorithme. À ce titre, la fin de ce passage semble donc prémonitoire. La question de la vie privée semble résolue par la cryptographie, et la menace d'une centralisation des informations peut l'être également dès lors que les informations centralisées seraient cryptées, et donc inexploitables par l'organisation centralisatrice. Mais Eric Hughes reste méfiant envers les organisations potentiellement centralisatrices qu'il mentionne ici. Je cite : « On ne peut pas attendre de gouvernements, de multinationales ou d'autres grandes organisations anonymes qu'elles nous accordent le respect de notre vie privée. Considérant qu'il ne peut pas leur faire confiance a priori, il en appelle à la responsabilité citoyenne avec une touche d'optimisme. Nous devons défendre nous-mêmes notre vie privée si nous voulons en avoir une. Nous devons nous rassembler et créer les systèmes qui permettront des transactions anonymes. Les technologies du passé ne pouvaient pas permettre une vie rigoureusement privée, mais les technologies électroniques le peuvent. Si la cryptographie appliquée à Internet permettrait effectivement d'assurer la vie privée plus efficacement que par le passé, il est important de souligner que les progrès récents en matière d'ordinateurs quantiques vont faciliter le décryptage des informations et rendre la vie privée à nouveau vulnérable aux organisations centralisées. En conclusion, ces deux textes, publiés au moment où le monde basculait dans l'ère de l'information, abordent le sujet des relations entre le cyberespace et les anciennes institutions. Ils ont en commun un idéal de liberté individuelle, de respect de la vie privée et de liberté d'expression. Mais là où John Barlow exprime un idéalisme moral, Eric Hughes est beaucoup plus précis et factuel. Les solutions qu'il propose indépendamment l'un de l'autre n'en sont pas moins convergentes. Ils défendent la décentralisation des informations, la responsabilité individuelle et le recours à la cryptographie pour préserver l'anonymat. Merci et à une prochaine vidéo.